bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir, le Burkina Faso et le Niger quittent le G5 Sahel. Dans un communiqué conjoint rendu public ce samedi, les porte-paroles des gouvernements de transition des deux pays ont annoncé leur retrait de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Le Conseil des ministres a dissous les conseils des mairies de la commune 2, de la commune 4 et de celui du district de Bamako. La décision divise les comités syndicaux des différentes mairies concernées. À quelques heures de la fermeture du 4e Salon international de l'artisanat du Mali, les exposants venus de partout au Mali et d'une dizaine de pays regrettent la morosité du marché car les ventes faites couvrent difficilement les dépenses. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite dans les titres. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent à leur tour le G5 Sahel. Dans un communiqué conjoint rendu public ce samedi, les porte-paroles des gouvernements de transition du Burkina Faso et du Niger ont annoncé que leurs pays ont décidé en toute souveraineté leur retrait de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe à compter du 29 novembre. Créée en 2014 par le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, le G5 entendait mutualiser les capacités et les moyens des pays du Sahel pour faire justement du Sahel un espace de sécurité et de développement. L'organisation ne compte plus que 2 pays membres, à savoir le Tchad et la Mauritanie, puisque le Mali avait déjà claqué la porte depuis le 15 mai 2022. Le 22 novembre, le Conseil des ministres a dissous les conseils des mairies de la commune 2, de la commune 4 et de celui du district de Bamako. La décision divise les comités syndicaux des différentes mairies concernées, alors que le comité du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales de la commune 4 se dit être dans l'incompréhension suite à la révoquée du conseil communal. Celui de la mairie du district de Bamako salue la décision du gouvernement d'installer des délégations spéciales. Amadou Dia. Les dissolutions des conseils de la commune 2, 4 et du district de Bamako interviennent suite à la rupture des services rendus aux populations en matière d'assainissement et des irrégularités constatées dans leur gestion administrative, financière et comptable. L'administration territoriale assure qu'une délégation spéciale sera nommée dans chacune de ces collectivités territoriales pour remplir les fonctions des conseils de collectivités territoriales. Cette décision était pour le moins inattendue en commune 4. Ça nous a surpris et nous prenons acte du communiqué du ministre de l'administration territoriale. Pour le reste, on observe. Mais le problème d'assainissement, quand même, c'est un problème particulier pour le district de Bamako et particulièrement pour la commune 4. Vous avez vu notre dépôt de transit qui est là, qui avait beaucoup d'ordures déversées. Et la gestion de ces ordures-là, quelque part juridiquement, je crois que ça relève de la mairie du district de Bamako. Les syndicalistes espèrent que la délégation spéciale appelée à être mise en place répondra aux attentes. Nous avons vraiment espoir que cette délégation pourra en tout cas assainir Bamako, assainir la gestion financière et administrative de la mairie du district. Nous allons accompagner toutes les bonnes initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et par ricochet par l'ensemble de la population. Contrairement à la commune 4, le comité central de la mairie du district de Bamako salue la décision du gouvernement. Respectable, d'autant plus qu'elle va dans la logique de la bonne marche de la mairie du district de Bamako.
Donc ceci faisant, le syndicat qui est le nôtre, qui a toujours lutté, en tout cas depuis quelques mois, était considéré aussi, en tout cas, comme un ennemi de la mairie du district de Bamako. Parce que ces problèmes qui viennent d'être pris à bras le corps par le ministre de l'administration territoriale ont déjà été, en tout cas, évoqués par le syndicat. Je tiens à vous rappeler que le syndicat avait envoyé beaucoup de correspondances à l'endroit de l'administration pour leur faire part de nos sentiments. Quant à la commune 2, le comité syndical n'a pas réagi, préférant observer d'abord selon son secrétaire général. Rappelons que le ministère de l'administration territoriale soutient avoir constaté des irrégularités dans la gestion administrative, financière et de comptabilité au conseil communaux de la mairie de la commune 2, commune 4 et du district de Bamako, d'où la dissolution des conseils de ces trois mairies. L'ouverture de la foire du dépistage de Arcade Santé Plus s'est tenue ce samedi matin sur le terrain de Sikoroni, en commune 2 du district de Bamako. Cet événement, qui rentre dans le cadre de la Semaine internationale du dépistage, vise à sensibiliser la population sur l'importance du dépistage dans la prévention et la prise en charge des maladies. Lolo Madibati. De nombreux stands ont été installés sur le terrain, offrant une variété de dépistages gratuits. Les visiteurs ont ainsi pu bénéficier de dépistages pour le VIH, les infections sexuellement transmissibles, le diabète, l'hypertension artérielle et bien d'autres conditions médicales. C'est faire en sorte que nous puissions prendre de l'avance sur les maladies. Lorsqu'on est dépisté tôt, on se soigne tôt et on a beaucoup de chances de survivre à la maladie. Et nous l'organisons avec l'ensemble des personnes que vous avez ici, les associations partenaires, les associations de lutte contre le cancer, diabète, tuberculose, les hépatites, mais aussi les communautés sunnites. Ce sont des non-professionnels qui sont en train de dépister au sein de leur communauté pour ensuite faire la référence vers les structures publiques de l'État. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une grande satisfaction parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation. Il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis 7 h du matin pour faire par exemple les tests diabétiques, pour savoir s'ils sont diabétiques ou pas. Donc il y a des centaines de dépistages qui sont faits dans des stands. L'objectif de la foire est de rendre le dépistage plus accessible à tous, notamment aux populations les plus vulnérables et éloignées des structures de soins. Après des tests, les bénéficiaires et les acteurs de la santé ont salué cette initiative. Avec l'affluence que je vois autour de cette activité et sous la responsabilité et les orientations du chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, de vous promettre que cette activité, nous allons la soutenir dans toutes les communes du district de Bamako. Et nous allons souhaiter que Arcade Sida, à travers sa directrice générale, vraiment mène cette activité au moins 2 fois dans les communes du district de Bamako et au moins 1 fois dans chaque région du Mali. Témoignages des personnes affectées et infectées par des maladies ciblées, prestations d'artistes pour sensibiliser les populations et la visite des stands ont marqué cette ouverture de la 3e édition de la foire du dépistage de Arcade Santé Plus. Internet Society, en partenariat avec Orange Mali, a organisé le jeudi dernier à Koulikoro une journée de sensibilisation de l'utilisation responsable des réseaux sociaux par les écoliers. Ce cadre d'échange visait à édifier les élèves sur les dangers de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Bakary MCDB. Permettre aux élèves de bien profiter de l'Internet dans leur apprentissage, tel est l'objectif de cet espace de sensibilisation initié par l'association Internet Society et son partenaire Orange Mali. La campagne est organisée après le constat d'utilisation abusive des réseaux sociaux par les adolescents. Des dizaines d'écoliers du groupe scolaire Ibrahima Samake de Koulikoro ont été outillés sur l'utilisation efficiente des médias sociaux. Avec l'engouement et la participation vraiment active des participants qui sont les élèves, les enseignants et même les parents d'élèves qui étaient là, et ils étaient en train de participer dans la communication, dans le dialogue, et il y avait de l'interactivité entre
les participants et nous les animateurs. Et ils ont vraiment apprécié les conseils qu'on les a donnés. C'est de nous aider dans cette sensibilisation à travers les conseils qu'ils vont donner aux élèves et aux enfants. Les réseaux sociaux, c'est comme un couteau à double tranchant. On peut couper avec, on peut se couper avec aussi. Donc il faut l'utiliser à bon escient, de faire la bonne pratique de ces réseaux sociaux. Il ne faut pas seulement aller sur les réseaux sociaux, regarder les vidéos, mettre les vidéos sur les réseaux sociaux. Il faut se former à travers ces réseaux sociaux-là. Cette initiative est soutenue par les responsables scolaires qui recommandent d'ailleurs sa pérennisation. Chaque fois que nous nous rencontrons pour tels événements, nous apprenons quelque chose de nouveau encore. Parce que beaucoup de parents ont les moyens, ils achètent des portables pour leurs enfants sans se rendre compte de ce qui s'appelle leur porter comme malheur. Donc de telles choses peuvent faire comprendre aux parents que vraiment le téléphone, c'est fait pour du bien, mais l'utilisation peut en faire du mal. Donc la sensibilisation peut permettre aux parents de comprendre que vraiment ce que je fais pour mon enfant, ça peut lui être utile comme fatal aussi. Mais avec des événements comme ça, le parent saura maintenant quelles dispositions il faut prendre. Internet Society est une association à but non lucratif et à vocation internationale. Elle œuvre pour la promotion et la vulgarisation de l'Internet. Elle a touché 6 000 élèves dans 30 établissements scolaires à Bamako. L'artisanat africain, facteur de résilience, de paix et d'intégration des peuples et de croissance économique, c'est sous ce thème que sont réunis depuis près de 10 jours ces artisans venus de diverses localités à la veille de la clôture de ce grand événement qui est le Siama. Qu'en est-il de l'affluence et de la rentabilité pour ces artisans? Élément de réponse avec Assitan Diallo, Fousseini Kamara et Ibrahim Dao. La 4e édition du Siama continue toujours au parc des expositions. Et chaque année, on fait un tour à la fois, montrer les produits locaux aux enfants, acheter des choses pour les enfants et puis pour nous-mêmes. Au lieu d'acheter des choses venues d'ailleurs qu'on ne connaît pas trop, je pense qu'on peut acheter des choses chez nous ici. Je suis venue ici, j'ai adoré beaucoup de choses comme barois papa, crème, chaussures, vêtements. Je viens d'entrer il y a 10 minutes et je me suis déjà retrouvée avec beaucoup de choses que j'aime beaucoup comme les cuirs, les instruments musicaux et plein de belles choses que les artisanats produisent ici au Mali. Et je cherchais surtout du bogolan fait à la main avec des teintures végétales faites ici à... Bon, je vais me retenir un peu, mais j'aimerais acheter beaucoup de choses. En tant qu'ambassadrice de la culture africaine, je crois que c'est une fierté pour moi de voir combien les artisans de mon pays parviennent à faire du matériel de cette façon extraordinaire. Et à travers la culture, à travers l'artisanat, on peut arriver à bout des problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'à travers l'artisanat, à travers la culture, on peut avoir aussi la paix. Ça fait un vrai et un bon brassage. De salon en salon, les artisans améliorent les produits. De salon en salon, la quantité de produits aussi est améliorée. Donc il y a de la qualité en plus et il y a de la quantité en plus. Ça veut dire que l'artisanat est un métier qui devient vraiment une profession. Ça se professionnalise. Et c'est de nature à aider évidemment le pays. Je félicite et j'encourage les artisans. Les temps ne sont pas faciles, mais il faut qu'on s'accroche et qu'on soit résilient. Demain ou après-demain, je crois que l'occasion va être fournie pour que l'artisanat explose véritablement. À quelques heures de la fin de la 4e édition du Salon international de l'artisanat, pour ces artisans venus de diverses localités du Mali et de l'intérieur, le marché n'est pas à hauteur de souhait. Même s'il n'y a pas marché, c'est pour comment tu fais publicité ton bagage. Après, il y a les gens, tu es au Niger, il y a les gens qui vont t'appeler, j'ai pris ton papier au Siama, je veux ça, tu envoies. Il y a beaucoup de connaissances les fois. Oui, le marché, ça s'est commencé bien, mais ça déroule bien aussi. On a beaucoup de promesses, c'est aujourd'hui et puis demain qu'on attend les grossistes. On vend en gros, on vend en détail aussi.
Actuellement, il n'y a pas les marchés. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a des gens seulement qui viennent demander les prix, ils passent. Rarement qu'on trouve les moyens de transport même pour quitter là où on loge d'ici. C'est pas trop client ici. Stand aussi, tapis rouge, 500 000. Mais 500 000, 10 jours, client n'est pas venu beaucoup, c'est cher. Et il y a beaucoup de bonnes choses ici. Cela, c'est fabriqué la main, c'est en cuir. Il y a chaussures fabriquées perles. C'est bon prix, mais il n'a pas trop vendu ici. Je venais avec 500 pièces chaussures, mais il n'est pas vendu 30. Le marché, ça va, on bénit le Seigneur, ça se passe bien. Les Maliens, ils visitent, ils achètent. Donc, grâce à Dieu, ça va. Le marché était lent, il n'y a pas marché. Les gens sortent, mais on n'achète pas. C'est un peu. Il y a des clients potentiels qui sont là, par exemple, qui n'ont jamais connu nos marques et tout. Donc je pense que c'est une occasion pour nous de faire la promotion de notre marque et aussi de nos produits. L'artisanat et la culture allant de pair, l'agence de promotion touristique du Mali ne rate d'occasion pour faire la promotion de la culture et du tourisme domestique auprès des exposants et visiteurs. C'est de promouvoir le tourisme domestique. Qui dit salon international de l'artisanat du Mali, il y a la participation de beaucoup d'artisans, presque des artisans de toutes les régions du Mali. Il y a aussi la population de Bamako qui viennent faire des shopping dans les différents halls du salon. Donc l'agence participe à ces salons pour faire la promotion du tourisme domestique. A noter que la 4e édition du Salon international de l'artisanat fermera officiellement les portes demain 3 décembre 2023. Actualité sur un tout autre plan, le village de Nayelebougou dans la commune rurale de Kaboïla, cercle de Sekasso, a abrité le jeudi la 14e édition de la journée mondiale des toilettes. Initialement célébrée le 19 novembre à travers le monde, cette célébration de la Dracépène de Sikasso avec l'accompagnement financier de l'UNICEF vise à sensibiliser les populations pour un changement de comportement en matière de réalisation, d'utilisation et d'entretien des toilettes, d'où le thème « Accélérer le changement ». Idrissa Diallo, notre correspondant sur place. Sensibiliser les populations en vue d'assurer l'accès de tous à des services d'assainissement durable dans un environnement sain pour un changement de comportement en matière de réalisation, d'utilisation et d'entretien des latrines, tels sont entre autres les objectifs de cette journée initiée par la Dracépène de Sikasso et ses partenaires. La commémoration de cette journée est placée cette année sous le thème « Accélérer le changement ». Ce thème est plus que révélateur, car nous n'y pensons pas souvent. Mais les toilettes sauvent les vies, car elles empêchent la propagation de maladies mortelles causées par les excréments humains. Pour le partenaire financier et les autorités locales, l'initiative est à saluer. Je tiens à exprimer ma gratitude en tant que représentant de l'UNICEF et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement, tant directement qu'indirectement. Je suis également ravie d'apprendre que cette occasion importante coïncide avec la reconnaissance du statut de fin de défécation à l'air libre de 20 nouveaux villages de la commune de Kaboïla, dont Nayelebougou. C'est un signe que la Journée mondiale des toilettes occupe désormais une place de choix dans l'agenda des autorités des populations de la région de Sikasso. Nous devons rapidement accélérer les progrès pour que tout le monde dispose d'eau potable et de toilettes sûres d'ici à 2030. Les dernières données disponibles montrent que nous devons travailler 5 fois plus vite pour atteindre nos objectifs en matière d'assainissement, qui pourtant est un droit fondamental. L'assainissement est à la base même de la santé publique et joue un rôle majeur dans la protection de l'environnement. La présente cérémonie dédiée aux toilettes s'avère être une opportunité pour interpeller davantage les décideurs à tous les niveaux et plaider pour mobiliser les moyens
et les expériences en vue de relever le défi lié aux toilettes pour tous. Un sketch sur l'importance de l'utilisation des toilettes et de la remise des kits d'hygiène à 20 communautés ont mis fin à la célébration de cette 14e journée mondiale des toilettes ici dans le village de Nayelebougou dans la commune rurale de Kabouila. Vivement l'édition 2024. Actualité hors de nos frontières, le Burkina Faso a récemment entamé la construction de sa première raffinerie d'or. Ce projet est mené en partenariat avec la société malienne Marina Gold, la seule raffinerie d'or opérationnelle au Mali. Je vous propose ici de suivre ensemble le compte-rendu. Dans quelques mois, va pousser sur cette superficie de 5 hectares l'usine de raffinerie d'or ou la maison de l'or du Burkina Faso. C'est un engagement des plus hautes autorités du pays, des hommes intègres, avec à leur tête le président de la transition, chef de l'État. La future usine tracera les sillons de développement pour le Burkina Faso et par le Burkina. Le Burkina Faso ne le fera pas seul. La mise en route de l'usine de raffinerie d'or est possible grâce au partenariat Sud-Sud. Marina Gold, cette entreprise malienne pour son expertise confirmée dans le domaine, s'engage aux côtés du ministère en charge des mines du Burkina Faso pour la concrétisation de cet idéal, une volonté politique pour le développement du Burkina Faso. La capacité totale d'affinage qui sera installée est d'environ 150 tonnes annuelles. L'or produit par l'usine est de qualité supérieure. Fait de lingots d'or de pureté 99,99%, c'est du 24 carats aux normes internationales. Au plan socio-économique, les retombées attendues du projet sont indéniables. Le projet permettra la création de plus de 100 emplois directs et environ 5000 emplois indirects. La future usine de raffinerie va dorénavant assurer la chaîne de valeur de l'or par la production, la transformation sur place et la commercialisation à partir du quartier Kossiam dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou et aux bons soins de Marina Gold. La maison de l'or du Burkina qui va bientôt naître comprend un bâtiment administratif R+1 composé entre autres de bureaux, de deux bijouteries, un magasin et ce n'est pas tout. Selon le plan présenté par l'architecte, le bâtiment inclut des salles de formation pour former des jeunes et les accompagner à s'installer pour une chaîne complète de production de l'or au Burkina Faso. Marina Gold veut frapper fort. Désormais convaincu par le plan présenté, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré himself, pose la première pierre de l'usine de raffinerie de l'or au Burkina. Un jour nouveau s'élève pour le Burkina Faso et ce 23 novembre 2023 marque un tournant décisif pour le contrôle total de l'or au Burkina. Pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. Marina Gold, l'entreprise venue du Mali au bord du Goliba, donne rendez-vous dans 11 mois pour présenter le premier lingot. Côte d'Ivoire, à Abidjan, le président du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, Moulay Aïdara, veut mettre en place le bureau des femmes du Haut Conseil local. Et pour ce faire, il a convoqué le jeudi dernier une réunion avec les femmes leaders en vue de préparer les futures assises des femmes des communautés maliennes. Le compte-rendu est signé Ibrahim Traoré, notre correspondant depuis Abidjan. Désormais, c'est Mme Traoré, née Mariam Traoré, qui dirigera le bureau des femmes maliennes du Haut Conseil des Maliennes en Côte d'Ivoire. Selon le président du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, Moulay Aïdara, l'objectif de la mise en place de ce bureau est non seulement de réunir les femmes, mais également les aider. Aujourd'hui, j'ai appelé toutes les femmes de 14 communes d'Abidjan pour faire leur bureau. Leur bureau, c'est quoi? C'est pour réunir les femmes, les faire connaître qu'est-ce qui est conseil, qu'est-ce qui est malien.
Les Maliens de Côte d'Ivoire, chacun était dans son coin, avec tout le temps qu'on a fait dans le conseil. Tout le temps qu'on a fait dans le conseil, c'est plus que 36 ans qu'on est dans le conseil. On n'a jamais réuni 100 femmes de conseil, 100 jeunes de conseil. C'est pour cette raison que nous, on a eu l'idée de réunir toutes les femmes, parce que le conseil ne peut pas aller sans les femmes. Aujourd'hui, on a appelé le dimanche passé pour le soutien des femmes. Et ce qu'ils ont fait à Kidal, on était tellement satisfaits, on a appelé 700 femmes. On les a donné rendez-vous de venir aujourd'hui pour qu'ils puissent faire leur bureau dans 14 communes là. Chaque commune a envoyé 10 femmes pour faire leur bureau. Je suis beaucoup satisfait. C'est pourquoi je les félicite. Avec d'énormes problèmes auxquels elles sont confrontées à cause du manque de travail, ce bureau tombe à point nommé. Ce matin, c'est pour aider les femmes. Et on appelle toutes les femmes qui sont maliennes, qui résident à Abidjan et les environs en Côte d'Ivoire, de venir, on va se donner la main, on va travailler ensemble. Derrière notre président, notre grand président, Moulay Haïdara. Le président Moulay Haïdara, qui est le président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Maintenant, on veut toutes les femmes maliennes qu'on se mette derrière ce grand monsieur pour pouvoir travailler. Quant à la nouvelle présidente du bureau des femmes du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, elle invite les femmes à venir travailler ensemble. Première des choses, on est là pour soutenir nos femmes. Je veux que les femmes de sortir massivement. Elle n'aura venu, on va travailler ensemble. On est là au nom du président du Haut Conseil, Haïdara Moulay. Notez que le bureau regroupe les femmes de 14 communes d'Abidjan. Retour à Bamako, sport football en match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine Maroc 2024. La sélection nationale féminine s'est imposée à domicile 7-2 face à la Guinée. C'était au stade du 26 mars. Notre reporter sportive Jelika Guindo nous fait revivre ici les temps forts de ce match. Après leur large victoire respectivement face à la Centrafrique et île Maurice, le Mali et la Guinée se sont retrouvés pour une place en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2024 au compte du second et dernier tour des éliminatoires. À l'issue de cette opposition, ce sont les Maliennes qui ont remporté haut les mains cette première manche après leur succès sans faute de 7-2. Les buts maliens ont été marqués par Agueisha Diarra à la 4e, 45e plus 3 et 68e minute. Fatou Dambélé à la 11e minute, Koulouba Sogori à la 34e minute, Djeneba Baradji à la 83e minute et Aïssata Traoré sur penalty à la 90e minute plus 2. Les deux buts guinéens ont été l'œuvre de Suzanne Daniel Lama à la 39e minute et Nancy Kourouma à la 90e minute. C'est devoir de citoyenneté, c'est devoir de patriote et c'était ça notre objectif. Et ce soir, les filles se sont données corps et âme. En début de match, on leur a dit il faut coûte que coûte, en 15 minutes, il faut marquer des buts pour se mettre en confiance. Et je pense que ce message a bien passé. Et nous avons marqué, ça nous a libérés. Et je pense que les autres sont venus, les autres buts sont venus par des situations standards, par des coups francs. Et voilà, c'est ce que nous avons préparé. Et je suis satisfait à ce niveau. On a vu aujourd'hui une très bonne équipe du Mali qui était en place motivée, qui remplissait les conditions athlétiques, qui les a permis de jouer tous les balles en profondeur. Ça a posé beaucoup de problèmes à ma défense. Donc il est question maintenant de revoir ces détails, afin de gérer ces détails pour pouvoir bien gérer le match prochain, Inch'Allah. Une mauvaise prestation et une large défaite du Sili national féminin qui devra vraisemblablement laisser la place aux Maliennes pour la qualification à la phase finale, à moins d'une énorme surprise au match retour prévu la semaine prochaine.
Ne disposant pas de stade homologué, la Guinée va recevoir le Mali au Sénégal pour la match retour. Le match est programmé le 5 décembre 2023 à Thiès à partir de 16h. Félicitations donc aux Aigles d'Âme. Ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Les reporters, le chef d'édition, le sonnier, le réalisateur, au monteur. Merci à tous pour vos efforts. Merci également à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous lundi 19h.